Le bêtisier du confessionnal, partie 1. En octobre 1972, une de mes belles-sœurs m'indiqua que la semaine précédente, elle avait montré à sa famille des photos sur lesquelles je figurais. Une de ses cousines, présente à la réunion, lui avoua que je lui plaisais beaucoup et qu'elle souhaitait me rencontrer. Elle habitait Manosque et était, au dire de la belle-sœur, très présentable, pour ne pas dire plus. C'était la première fois, et dernière fois de ma vie, que j'étais sélectionné sur photo. La proposition m'a donc été transmise. Prétextant mon départ au service militaire, qui existait encore à l'époque, et qui durait 1 an, je choisis de ne pas donner suite. En fait, je n'étais pas chaud à l'idée de devoir être observé par les membres de ma famille et de devenir l'objet de leurs commentaires. Très indépendant de nature, j'avais toujours fait en sorte que personne ne soit au courant de mes activités. À mon retour du service militaire, je cherchais immédiatement du travail et en janvier 1974, je décrochai un job dans une société de travail temporaire sur Marseille en tant qu'agent administratif intérimaire. J'en profitai immédiatement pour louer un logement proche de mon lieu de travail, ce qui m'évitait de rentrer à Aix en moto tous les soirs. J'avais donc loué une très grande chambre au plafond très haut qui comportait une mezzanine accessible par une échelle. Et sur cette mezzanine se trouvait un très grand matelas incrusté dans le sol. Je l'avais somptueusement meublé avec une table de camping, 2 sièges pliants et une télévision portative noir et blanc. La belle-sœur me rappela que sa cousine était toujours disponible. Cette fois-ci, j'étais coincé, et n'ayant jamais vu la cousine, je ne pouvais pas m'échapper. Je craignais qu'elle ne me réplique « Tu sais, si tu n'aimes pas les femmes, on a aussi des petits cousins à te présenter à Manosque. » Je fixai donc, sans l'avoir vue, un rendez-vous à la demoiselle pour le samedi suivant à 18h. L'arrivée. Grand moment. L'heure du rendez-vous est arrivée, il est 18h. J'ai vu une Austin Mini verte qui s'est garée dans le parking devant la maison de ma mère. L'Austin Mini, c'était la petite voiture des nanas dans le coup à cette époque. Quand je suis descendu de chez moi, la porte de l'Austin s'est ouverte et une super jolie jeune femme en est sortie. Des cheveux clairs, un visage ovale, mais ce qui ressortait surtout de sa silhouette, c'était de fort jolies jambes, mises en valeur par une mini-jupe et des bottes. Elle ressemblait un peu aux Claudettes de Claude François. Chaque fois que je l'avais vue, elle portait la même tenue. En tout cas, j'étais très satisfait, et je me demandais pourquoi j'avais attendu si longtemps, plus d'1 an, avant de me décider à la faire venir. Je lui proposai donc de faire un tour en moto, avant de terminer la soirée dans ma chambre à Marseille. Je ne doutais de rien. Elle m'opposa un refus catégorique, en arguant tout simplement qu'elle avait peur en moto. Elle m'aurait dit qu'en février, à la nuit tombée, elle avait peur de se geler quelque chose, j'aurais compris. Mais avec moi qui conduisais la moto, ça passait mal, car je ressentais cela un peu comme un manque de confiance personnelle. Et de plus, comme je n'avais pas de voiture, je me retrouvais soudain en situation de dépendance, ce qui ne me faisait pas plaisir. Mais je devais faire avec. J'ai regardé ses jolies jambes, j'ai soupiré, et je me suis dirigé vers la portière, passager de sa voiture. Elle l'a ouverte, une bise et nous sommes partis. J'étais donc obligé de me faire conduire par une femme, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Je n'étais pas rassuré. À peine entré, je commençais à me cramponner à tout ce que je pouvais. Pendant tout le parcours, j'étais mort de peur. Mes pieds s'enfonçaient dans le plancher, mon dos dans le siège et ma main droite serrait la poignée de la porte. J'étais raide. J'ai commencé à me déraidir en arrivant à Marseille, et je ne me suis complètement déraidi qu'en arrivant à l'appartement. Tout compte fait, j'aurais dû conserver un peu de raideur pour la suite. Quand nous sommes arrivés dans ma chambre, je ne lui ai pas proposé un siège, mais de monter directement au premier étage, ce qu'elle a accepté.
Je me suis souvenu de ce dicton des météorologues: quand les grenouilles montent à l'échelle, c'est qu'il fait beau. Arrivé en haut, effeuillage en règle, mais non sans problème. Je dois confesser que bien qu'ayant de petites mains, celles-ci se révélaient particulièrement malhabiles pour effectuer certains travaux. Et à part tenir un stylo de la main droite, je n'ai jamais réussi à utiliser mes mains efficacement pour autre chose. L'écolier, par exemple, me posait de gros problèmes, surtout pour les enlever. Et ça se terminait toujours par « tu m'étrangles », auquel je répondais par « tu n'arrêtes pas de bouger ». Les pressions ne posaient pas les mêmes difficultés pour les enlever. On tire des deux côtés, et tac 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 tac, trop facile. Pour les remettre en place, c'était une autre affaire, et je tentais toujours autant que possible de m'y soustraire. Enfin, restait mon ennemi de toujours, le bouton. J'ai toujours rencontré des difficultés à défaire tous les boutons, surtout que j'avais tendance à transpirer des mains. Je déboutonne le premier. Zut, une tache de doigt sur son chemisier. Bon, un peu de salive sur la tache et ça va partir. Ben non, ça part pas. C'est pas grave, ça va sécher. J'aurais quand même dû me laver les mains avant. Et de plus, comme à chaque fois, j'étais trop pressé pour prendre le temps de déboutonner un nombre suffisant de boutons. Et c'était la tête qui ne passait pas. Je disais « Lève les bras !»« Non, 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 ça va pas passer !» Mais moi je te dis que si. J'ai eu souvent tendance à essayer de forcer le passage, ce qui n'a pas généralement été très apprécié. Je dois toutefois affirmer solennellement que les réclamations que j'ai reçues laissant à penser que j'étranglais les femmes sont de fausses accusations. Le coup est toujours passé, et ce qui peut bloquer, effectivement, ce sont le nez, le menton ou les oreilles, voire les trois à la fois. Mais s'il n'y a que les oreilles qui bloquent, parfois, si on tire suffisamment fort, ça passe. Il a quand même fallu que je dégage 3 boutons de plus pour que la tête de ma copine veuille bien se dégager. Je me suis alors déshabillé. Une fois installé, j'ai pu faire le point de la situation. Je n'avais jamais imaginé que l'on puisse avoir d'aussi jolies jambes que les siennes. Et ceci, depuis les pieds jusqu'à la taille, devant comme derrière. Le peu de volume de sa poitrine m'a déçu, car c'était 2 œufs au plat. J'étais tout chagrin. Bon, elle était encore jeune et elle n'avait peut-être pas fini entièrement son développement. Mais pour ce soir, c'était trop tard. Mes cousines, si je me souviens bien, n'avaient pas eu ce retard. Les nénés, c'est ce qui avait poussé en premier chez elles, et même en second, et aussi en troisième. Elles en étaient même à ne plus savoir où les mettre. Chez elles, ce qui était en retard, et qui s'est développé longtemps après, c'était la tête. Et sa croissance a mis un certain temps à se concrétiser. Elle pouvait enlever un chemisier sans devoir défaire un seul bouton. On aurait dit une tête d'asperge avec de petites oreilles qui dépassaient du col et qui vous regardaient. Et puis, étant à l'époque très maigre et peu musclé, je me suis dit que compte tenu de mon propre physique, je ne pouvais pas m'attendre à en avoir une complète. J'étais perdu dans mes pensées, et je suis revenu au moment présent. Surtout, ne laissez pas une nana dans cette situation sans vous occuper d'elle. Visiblement, elle n'aime pas. Et il y a celles qui en une phrase vous font sortir de votre rêverie et qui vous disent « Si tu ne t'occupes pas de moi, je me casse. » Ça arrive. Vous vous demandez peut-être la raison qui me conduit à parler avec autant d'assurance lorsque je traite de la femme. Mon langage précis, mes allusions pleines de bon sens. Eh bien, je vais tout vous dévoiler. Il faut savoir qu'au lycée, j'avais un camarade de classe qui avait 3 sœurs célibataires, bien plus âgées que lui, et qui partageait avec moi ses connaissances sur la jante féminine. Il savait tout sur le sujet. Nous passions toutes les récréations à parler des femmes, et le soir je prenais des notes à la maison. J'avais pour cela un petit cahier jaune qui était bien rempli. Je lui demandais de se renseigner sur certains points de détail qui me manquaient. Mais pour obtenir de ses sœurs certaines informations précises qui m'intéressaient,
n'était pas toujours évident. Souvent, elle répondait par une gifle à une demande qu'elle devait juger trop intime. Aussi, mon ami se méfiait, et je ne suis pas sûr qu'il n'inventait pas certaines réponses qu'il m'apportait. Alors forcément, il devait y avoir quelques trous dans mes connaissances. Enfin, mon ami avait toujours refusé de dessiner ses sœurs, aussi je n'étais pas totalement certain de bien situer les choses que j'avais consciencieusement notées. Écoutant toutes ces explications pendant une année scolaire entière, je m'étais créé un Kama Sutra personnel, sans dessin, et j'avais hâte de pouvoir l'utiliser. J'avais tout appris par cœur, car dans la pratique, je ne me voyais pas lire des messages écrits dans le creux de mes mains comme on le fait en compo de maths. Je ne me voyais pas non plus, en cours de partie, sortir mon cahier jaune pour choisir le texte à utiliser, et dire à la copine « Ne bouge pas, je tourne la page ». J'avais réussi un jour à convaincre une fille d'essayer mon Kama Sutra personnel. Au bout de 5 minutes, elle s'est rhabillée, et elle m'a dit « Ton Kama Sutra, tu devrais acheter l'original, et surtout, je te conseille de bien le lire. » Je n'avais pas compris exactement ce qu'elle voulait dire par là, mais ce qui était sûr, c'est que je ne lui plaisais pas, et qu'elle essayait de m'être désagréable. Il ne me restait donc plus qu'à exercer mon savoir-faire, je devrais plutôt dire mon art, au travail. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ma copine n'était pas très coopérative, et que je devais tout faire. J'avais l'impression que si son sport préféré avait été la natation, sa spécialité devait être de faire la planche. Ouh, je flotte. À ce moment-là, je me suis aperçu que cette fille possédait une qualité exceptionnelle. Elle parlait peu. Je dis ça, car avec moi, les femmes n'arrêtaient pas de marmonner. Et elle disait « C'est pas comme ça qu'on fait » ou bien « Je préférerais que tu fasses comme je te dis » et tatati et tatata. Ça ne finissait jamais. Je n'écoutais plus, mais ça me saoulait. Donc, celle-là, elle parlait peu. Mais quand elle exprimait, elle faisait comme un petit enfant de moins de 2 ans. La petite fille d'une de mes cousines à cet âge-là disait par exemple « Encore chocolat ». Elle était toute barbouillée de chocolat, et cela faisait rire tout le monde. Ou bien le soir, avec un visage renfrogné, elle répétait « Non, moi pas dodo », qui ne faisait rire plus personne, et surtout pas les parents. Elle utilisait évidemment des mots différents, mais ses phrases étaient aussi grammaticalement incorrectes, et chacune était accompagnée d'un petit geste très autoritaire. Non, pas ça, geste autoritaire. Pas ici, geste autoritaire. Et plein d'autres courtes expressions bouche-trou, comme celle-ci. C'était pas facile de faire son travail avec tous ces sens interdits. Il devait y avoir un petit défaut dans mon Kama Sutra personnel, car de temps en temps, j'étais obligé de la secouer pour l'empêcher de s'endormir. J'avais connu ce problème depuis déjà un certain temps. J'en avais même une fois profité, en ne réveillant pas une nana qui me cassait les pieds avec ses commentaires. Je ne recommencerai pas, car on se sent vraiment tout bête quand on se retrouve tout seul, en début de soirée, avec une femme endormie dans son lit. Surtout si en plus elle ronfle. Mais pour pouvoir me créer une nouvelle version de mon Kama Sutra, je devais d'abord répondre à la question que je ne m'étais jamais posée. À quoi sert effectivement le Kama Sutra? En clair, que cherche-t-on à obtenir? Et à moi, qu'est-ce qu'il était censé m'apporter? J'étais dans le flou. D'ailleurs, elle s'endormait. Je lui demandais donc de se retourner et de faire dodo, car le lendemain, j'avais un match de foot et il fallait que je sois en pleine forme. C'était pas tard, 9 heures du soir. Le réveil. Avec ou sans réveil, je me suis toujours levé très tôt. Aussi le lendemain matin, vers 5h30, je me suis réveillé et aussitôt habillé. Elle n'était pas du matin, ce qui semblait évident en voyant sa tête tout ensommeillée. J'avais beau lui dire « On va être en retard, ça va fermer », ainsi que d'autres encouragements, elle agissait toujours aussi lentement. Je lui ai passé ses affaires en lui précisant « N'oublie rien ici, car je ne sais pas qui peut venir entre-temps. » Le rhabillage, dont je ne me suis pas occupé, a été laborieux.
Je m'occupe toujours du déshabillage et jamais du rhabillage. Ça m'a valu la réputation du type qui commence tout et qui ne finit rien. Réputation qui me colle à la peau encore aujourd'hui. Il m'est arrivé avec une fille d'avoir un gros coup de mou, en conscience, et elle m'a dit « Oh, c'est dommage, tu avais si bien commencé. » Et je finissais la phrase moi-même. Descendre l'échelle de la mezzanine a été éprouvant, car elle croyait toujours qu'elle avait atteint la dernière marche. Qu'est-ce que ça aurait été si en plus elle avait picolé? Elle voulut boire un café avant de partir, et j'étais obligé de lui dire « Ce n'est pas possible. À 6 heures du matin à Marseille, le dimanche, les bars sont tous fermés. » Bref, j'étais aussi crispé dans sa voiture lors du retour, mais je devais constater qu'elle conduisait de la même façon, endormie ou éveillée. Je lui donnai un nouveau rendez-vous pour la semaine suivante, même heure, même conditions. Elle était admise en 2e semaine. Je ne vais pas réécrire dans le détail le scénario de cette 2e semaine, car elle s'est déroulée comme un remake de la semaine précédente, l'expérience en plus. Plus de problèmes de déboutonnage, évitement des zones de non pas ça, ou pas ici, un vrai pro en quelque sorte. Et en ce qui concerne le résultat, c'était encore un fiasco total. Je devais me résoudre à constater que je n'avais pas trouvé l'ouverture. Le retour, aussi matinal et pénible que la dernière fois, s'est encore déroulé sans difficulté majeure, et j'ai renouvelé le rendez-vous pour la 3e semaine, tout en sachant que je devais modifier pas mal de choses. Réflexion avant la 3e semaine. Je commençais à m'inquiéter des effets de mes soirées d'amour, enfin, pour être précis, de ces petites demi-heures d'amour, sur mes performances footballistiques. Je m'observais pendant les matchs, et je mettais toutes mes erreurs sur le compte de cette fatigue physique et nerveuse supplémentaire et inhabituelle. Je m'attendais à ce que l'entraîneur de l'équipe me dise « Mec, je me fous de ce que tu fais la nuit, mais tu ne vas pas venir faire la sieste avec nous le dimanche. » Et puis, j'étais fatigué de lui faire des massages toute la soirée, ce qui ne donnait pas en plus des résultats espérés. Le lendemain, j'avais les mains tellement épuisées que je n'avais plus la force de serrer vigoureusement celle de mes coéquipiers à l'entrée dans le vestiaire. Une solution pouvait consister à cesser de lui pratiquer mon art une fois qu'elle était endormie, sans la réveiller, car il semblait que l'endormissement était un sous-produit indésirable de ma méthode. Il fallait que ça change, et j'avais une semaine entière pour y réfléchir. Soudain, j'eus une idée lumineuse. La patinoire, c'était ça la solution. J'allais l'inviter à la patinoire de Marseille. 2 entrées et 2 locations de patins, je pouvais m'en tirer pour pas trop cher. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas eu cette idée plus tôt. Je patine bien, en marche avant et en marche arrière, et je pouvais lui assurer que je ne la laisserais pas tomber. Il fallait juste que je fasse attention à ce qu'elle ne tombe pas en arrière, car son manque de poitrine sur l'avant risquait de la déséquilibrer. La gestion du centre de gravité est primordiale en patin à glace. Et puis, c'était valorisant pour moi de sortir avec une nana qui présentait bien. J'étais réellement très excité à cette idée. J'étais même tellement excité que le samedi, je n'ai pas attendu qu'elle arrive et je l'ai attendue dans le parking. Quand elle est arrivée, je ne l'ai pas laissée descendre et je me suis installé dans la voiture. 2 bises et je lui fais part de ma décision. Ce soir, on va faire du patin à glace à la patinoire de Marseille. Si tu ne sais pas patiner, ne t'inquiète pas, tu ne risques rien, je ne te laisserai pas tomber. Je ne peux pas y aller. Tu ne veux pas faire du patin à glace? Oui, c'est ça. Et pourquoi tu veux pas y aller? Parce que j'ai mes règles. Heureusement que j'étais bien assis, car les bras m'en tombent. Elle avait ses règles, alors j'ai vu rouge. Moi, si j'avais eu des règles, je me serais couché et j'aurais attendu que ça passe. Et je ne serais sûrement pas allé emmerder les gens chez eux. J'ai tout de suite voulu savoir si ma confiance avait été abusée. Et pour cela, j'avais un point fort. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours beaucoup plu aux femmes. Enfin, surtout quand j'étais tout petit. Mais je sais que j'ai un ascendant sur elles,
et qu'elles ne peuvent pas me mentir. C'est un vrai pouvoir, totalement confirmé par les faits. Mais si les femmes m'ont toujours dit la vérité quand je les ai questionnées, elles ont aussi pris la mauvaise habitude de le faire même quand je ne leur demande rien. Elles m'ont toujours dit mes 4 vérités, sans atténuer leurs propos, et je peux assurer que cette qualité se révèle le plus souvent très désagréable, voire douloureuse. Aussi, je lui ai posé la question de confiance. Quand tu es parti de Manosque, il y a 2 heures, tu avais déjà tes règles? Elle me dit oui. J'en étais sûr. Alors excédé, je lui ai demandé. Mais bon sang de bon sang, si tu avais déjà tes règles au départ de Manosque, pourquoi tu es venu me voir? Moi, je ne peux pas te soigner. Sur ce, je lui ai expliqué que cette situation était pour moi totalement intolérable, et je lui ai demandé de rentrer chez elle. C'était la fin de l'histoire. Comme je l'ai déjà dit, je me sentais perdu avec mon Kamasutra personnel, qui ne semblait pas donner tous les résultats que l'on aurait pu en escompter. Et ceci, compte tenu du fait que je ne savais pas trop à quoi il pouvait bien servir. Et je ne savais absolument pas à qui m'adresser à ce moment-là pour obtenir les informations qui me manquaient. En désespoir de cause, j'ai pensé à l'église dans laquelle j'avais été baptisé et où j'avais effectué toutes mes communions religieuses. Je me suis donc rendu à son presbytère et j'ai demandé à rencontrer son curé. Celui-ci m'a demandé de le suivre à la sacristie et de bien vouloir m'asseoir dans un fauteuil. Je lui ai indiqué que je savais bien que ce que je lui demandais n'entrait pas dans ses attributions, mais que j'avais besoin d'un conseil et que je ne savais pas où l'obtenir. Je lui expliquai donc les problèmes que j'étais incapable de résoudre. Il m'indiqua qu'au contraire, l'Église était parfaitement outillée pour répondre à toutes ces questions et qu'il était là pour m'aider et pour aider les personnes en difficulté, ce qui avait toujours été un des objectifs de l'Église. Il m'expliqua en peu de mots à quoi servait réellement le Kamasutra et comment les hommes et les femmes pouvaient en tirer un avantage. Je lui demandai s'il possédait lui-même un exemplaire de ce livre pour pouvoir aussi bien en parler. Il me répondit qu'il en avait confisqué un à l'un de ses enfants de cœur, mais que le livre n'était pas son livre de chevet. Maintenant, il faut que je vous explique le fonctionnement de l'Église au niveau des paroisses. Tout est basé sur le principe « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Les curés se réunissent fréquemment entre eux pour organiser des soirées de travail qu'ils ont dénommées le bêtisier du confessionnal. Ces réunions entre personnes habilitées à confesser commencent toujours par l'évocation des perles comiques ou érotiques entendues durant les confessions. Et il y en a. Nous avons tous connu ces confessions pendant lesquelles le fou rire devait être contenu. Ensuite, réunion uniquement consacrée au travail. C'est-à-dire, lui demandai-je. Nous avons par exemple créé un service consacré à la misère sexuelle des nouveaux officiants. Et ce n'est surtout pas ce que vous pouvez croire. Vous ne pouvez pas imaginer les difficultés que certains rencontrent dans leur quotidien. Une confession pendant laquelle le ou la personne confessée exprime avec moult détails l'exposé de ses acrobaties sexuelles, pour laquelle il ou elle demande absolution, c'est fréquent, même si ces pratiques proviennent le plus souvent des provocateurs habituels. Et vous n'imaginez pas les difficultés que peuvent rencontrer ces officiants pour écouter et juger équitablement leurs clients suivants, car ils ne peuvent pas abandonner leur confessionnal pour pouvoir aller changer de sous-vêtements. Ni les ennuis des nouveaux, surtout s'ils sont bien de leur personne, dans leur relation avec leurs ouailles. Eux sont formés et bien informés durant leurs années de séminaire, mais leurs ouailles ne le sont pas. Le curé est un personnage public, considéré comme soumis à une obligation de célibat et d'abstinence, mais comme un être asexué sans mécanisme et sans désir. D'où le danger. Certains jeunes prêtres en arrivent à demander leur changement de paroisse pour échapper à ces sollicitations. Nous allons vous aider et vous présenterons une paroissienne dévouée à notre paroisse, qui vous apprendra efficacement toutes les techniques qui vous manquent cruellement. Vous verrez, elle n'est plus toute jeune, mais elle est efficace et consciencieuse. Maintenant, il vous faut oublier totalement le Kamasutra. Disons que dans la matière, il serait du niveau licence
alors que vous êtes plutôt du niveau de la maternelle. Un cours du premier degré devrait vous convenir, même s'il risque de vous mettre en difficulté lors des travaux pratiques. Je fis la moue, mais j'acceptai car je n'avais pas le choix. Il me fixa alors un rendez-vous pour ma première leçon. Il se passa ainsi quelques semaines, durant lesquelles une brave dame me faisait répéter autant de fois qu'il le fallait tous les classiques de la chose. Il y avait certains enchaînements que je ne pouvais pas effectuer 2 fois dans la même séance, ceci étant dû à la faiblesse de ma constitution. Une fois ma formation terminée, il était prévu d'effectuer un test d'aptitude avec une autre paroissienne qui devait donner un avis définitif sur mes performances. Je m'appliquai pour réussir cet examen, et lorsque je la quittai, j'avais l'impression d'avoir plutôt bien réussi mes prestations. J'avais cru entendre un petit cri, et j'avais pensé que c'était sûrement un bon signe. Lorsque je revis le curé, il me dit laconiquement « Bon pour le service ». Avant de me quitter, il rajouta que mon inspectrice m'avait trouvé très bon dans la pratique et que je pouvais affronter le monde sans crainte d'être ridicule. Je ne pouvais qu'être ravi de ce commentaire. En partant, je remarquai que le curé écrivait quelque chose sur un carnet. Je lui demandai alors comment il faisait pour assumer, devant Dieu, toutes ces inobservations des règles de la religion. Il m'expliqua que la confession mutuelle des curés était la solution utilisée. Chaque début de semaine, il se rendait dans une église voisine, se faisait confesser par le curé du lieu, qui lui donnait l'absolution, puis ils échangeaient leur place dans le confessionnal. Il me montra le petit carnet dans lequel il inscrivait tous ses péchés. Vous voyez, je compte les lignes dans la partie mensonges, et je me fais pardonner, par exemple, pour 24 mensonges. Je ne les détaille pas. Il me tendait le carnet pour me prouver ses dires. Il n'avait à cet instant que 5 ou 6 mensonges inscrits. Mais le seul que je pus lire était le dernier, et il me concernait. À la date de ma visite était inscrite « Mensonge, rapport inspectrice ». Je ne manquai pas de lui faire remarquer que j'avais lu sa note. Il semblait un peu gêné, mais il m'expliqua que quand quelqu'un a subi un examen, il était préférable de lui dire qu'il était bon plutôt que très moyen. C'était meilleur pour la confiance. De mon côté, je savais donc à quoi m'en tenir. Je me demandais s'il allait encore sortir son petit carnet pour noter un nouveau mensonge, mais il n'en fit rien. J'en aurais déduit que mensonge rapport inspectrice signifiait que j'étais plus mauvais encore que le très moyen dont il m'avait affublé. Avant que je le quitte, le curé m'indiqua que mon Kamasutra personnel, tel que je le lui avais expliqué, n'était pas aussi aberrant que ça, même si sa construction était tout simplement débile. Il me dit que mon Kamasutra n'avait aucune utilité pour moi en ce moment, mais qu'il avait simplement 30 ans d'avance. Il tirait cette affirmation des statistiques provenant des confessions. La vie des couples pouvait se subdiviser en plusieurs séquences. Dans les premiers temps, l'homme faisait le maximum d'efforts pour obtenir les « oh oui » qui satisfaisaient son ego et lui permettaient d'obtenir sa petite récompense. Dans une deuxième phase, mariage, jeunes enfants, travail, l'homme qui est maintenant indiscuté dans la place tend à diminuer ses efforts, faisant juste ce nécessaire pour obtenir sa petite récompense en fin de partie. Au confessionnal, la femme s'en plaint, et ceci d'autant plus si elle considère qu'elle n'est pas aidée dans les travaux ménagers à la maison. Un petit effort du monsieur dans la journée peut donc contrebalancer une petite faiblesse le soir. Si la femme demande et obtient de gros câlins pendant les premières années de la vie commune, cette situation se dégrade beaucoup plus tard, et c'est la lutte contre l'insomnie qui deviendra, à cette nouvelle période de sa vie, sa principale préoccupation. Et c'est à ce moment-là que votre pseudo-Kamasutra deviendra efficace. À l'inverse des cachets pour dormir, vous ne présentez pas de contre-indications. Vous ne provoquez pas d'effets secondaires, et même si vous vous lavez les mains avant, vous pouvez prétendre être bio. Il me demanda si je pouvais leur enseigner mon Kamasutra, car me dit-il, de nombreux prêtres souffrent d'insomnie, et mes méthodes pourraient peut-être le soulager.
Je lui dis que je n'étais pas opposé à sa proposition, mais qu'à mon avis, mettre des hommes ensemble pour se masser juste avant de se coucher, c'était ouvrir une boîte de Pandore. Et que de plus, le système fournissait un qui dort et un qui ne dort pas, le second risquant lui-même d'être trop excité pour pouvoir s'endormir. Vous avez raison, répondit le curé. Ne tentons pas le diable. La boîte. J'avais hâte d'utiliser mes nouvelles connaissances, et je décidai d'utiliser les petites boîtes de nuit pour me lancer. À vrai dire, je ne m'étais rendu qu'une ou deux fois dans ce type d'endroit, et je ne m'y étais jamais senti à l'aise. Je ne m'étais jamais levé pour inviter une femme à danser, et j'étais resté dans mon coin avec un verre de whisky entre les mains. Cette fois, j'avais rencontré le même problème plusieurs soirs de suite. Les femmes que j'invitais me faisaient souvent un signe pour me montrer qu'elles n'étaient pas seules, même si je les avais vues danser avec d'autres personnes. En bref, je n'étais pas accepté par ce milieu. Avant d'abandonner définitivement la piste des boîtes de nuit, je demandai conseil au tenancier de l'établissement. « Ne viens pas en basket, ne reste pas une heure assis avant d'aller inviter, sinon tu appartiens déjà à la tapisserie. » Je lui répondis que j'avais refait toute ma garde-robe avant de venir et que je ne portais pas de basket. « C'est une image, me dit-il. Regarde comme les habitués sont fringués. Tu as l'air de quoi à côté d'eux? Crée-toi une histoire récapitulative de ta vie, résumable en quelques mots. Ça n'intéressera personne, mais ça permettra aux gens de te situer, de se souvenir de toi. Et lance-toi. » Je restai un dernier instant pour étudier les codes vestimentaires et m'en aller. Je choisis de me présenter comme étant un ancien séminariste ayant perdu sa vocation. Je comptais sur mes connaissances acquises au catéchisme pour éviter de grosses gaffes. Et en effet, cela semblait bien fonctionner. Et en peu de temps, je me suis senti adopté par les différents groupes. Malheureusement, je me suis vite rendu compte que cela coûtait trop cher d'embarquer les nanas et de les inviter. Je n'avais pas les moyens financiers, et ma chambre avec sa table de camping et ses sièges pliants ne leur plaisait pas. La nouveauté pour elles, qui consistait à grimper à l'échelle pour accéder à la mezzanine, leur a plu la première fois, mais cela n'a pas ensuite suffi à les retenir. J'essayais de diminuer ma fréquence de sortie pour maintenir les coûts financiers à un niveau acceptable, mais rapidement le bruit courut dans l'établissement que j'étais à sec, radin et en conclusion plus fréquentable. Le dernier soir, après avoir tenté sans succès d'inviter un maximum de femmes, je décidai de m'en aller définitivement. Ce n'étaient pas des refus de danser venant de personnes avec lesquelles j'avais antérieurement sympathisé, mais c'était comme si un froid à mon égard s'était installé chez elles, et même chez chacune d'entre elles. En fait, les sorties nocturnes m'épuisaient. J'avais abandonné le foot après avoir perdu ma place en équipe première, et la graisse commençait à sérieusement s'installer sur ma ceinture abdominale. Tout mon moral s'en ressentait. Je retournai donc voir mon ami curé. À ma grande surprise, au lieu de me recevoir comme d'habitude, avec un grand sourire, il m'accueillit avec une engueulade. Il me dit : « La dernière fois, je vous ai donné ce que vous cherchiez, et ce que cherche la grande majorité des hommes, à savoir une technique pour satisfaire leur ego et leur compagne. Vous vous doutez bien de ce que cela vous aurait coûté si vous aviez dû passer par des professionnels. Vous avez amélioré votre connaissance dans les boîtes de nuit, mais en fait vous n'avez fait qu'ajouter de nouveaux savoir-faire et de nouveaux accoutrements. En clair, nous vous avons fourni un clavier, vous avez appris à en utiliser les touches d'une façon efficace, mais vous ne faites rien de plus que ce qu'une machine pourrait faire. Et tout cela dans l'espoir d'obtenir quelques applaudissements en fin de prestation. À votre place, beaucoup d'hommes pourraient s'estimer très satisfaits de vos résultats et passer à autre chose. Le problème chez vous, c'est que vous n'aimez pas les femmes et peu les gens en règle générale. L'histoire que vous m'avez racontée lors de notre première rencontre montre que vous ne craignez pas d'humilier, de maltraiter et enfin d'abandonner une personne qui vous a fait une entière confiance. Vous utilisez un motif futile que vous montez en épingle pour vous débarrasser de votre partenaire et vous donner bonne conscience. Quand on veut noyer son chien,
On dit qu'il a la rage. C'est nul. Vous accusez votre mère qui vous loge, vous nourrit, vous subventionne, d'être responsable de vos comportements, ce qui traduit pour le moins chez vous un manque total de maturité. Maintenant, vous avez fait le tour du sujet et vous tournez en rond. Vous êtes dans une impasse, et vous ne vous en sortirez pas en faisant plus ou mieux ce que vous faites déjà actuellement. Il faut désapprendre. Vous désautomatisez, en un mot, vous humanisez. Vous voyagez sous une carapace, une véritable armure. Ce qui devrait provoquer chez vous un état émotionnel se traduit en retour par une réponse sarcastique, humoristique, voire agressive. Rien ne passe. Je lui dis que j'étais en cours de psychanalyse et que j'en espérais de gros progrès. Je souhaite beaucoup de courage à votre psy, car avec un client comme vous, qui m'avouait avoir menti à Dieu lors de toutes ses confessions, il y a peu de chances d'obtenir autre chose que des inventions de votre part. Je lui demandai par quel miracle il pouvait prétendre avoir des connaissances en psychologie et prédire l'échec d'un traitement. Et j'en profitai lâchement pour lui demander s'il était mieux placé pour traiter de l'égalité homme-femme. Mon fils, vous ne comprenez pas l'outil fabuleux que représente le confessionnal. Il n'est pas le lieu unique où le pécheur peut effacer ses péchés en communiquant avec Dieu. C'est le lieu où il se confie volontairement et sans entrave. Il est inconnu, et ses paroles ne lui seront jamais attribuées. L'officiant ne connaît pas la personne qui lui fait face, mais rapidement, il reconnaît sa voix et son histoire. Certains viennent ici uniquement pour effacer quelques péchés, mais nombreux sont ceux qui sont dans l'attente d'une aide, d'un conseil, leur permettant de changer leur vie. Ils ont certainement préparé une partie de leur intervention, mais il suffit de les inciter à en dire plus pour qu'ils se lancent. Pour ma part, continua le curé, cela fait 40 ans que j'écoute mes paroissiens, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont des besoins non liés directement à leurs péchés. Cela fait 40 ans que les curés travaillent entre eux sur ces sujets lors des fameuses réunions bêtisiers du confessionnal. Et qui va gagner dans la confrontation? Un psy qui vous connaît, devant qui vous allez hésiter à vous confier, ou un homme qui ne vous connaît pas, qui est le représentant de Dieu, et que l'on est venu consulter librement, sans rendez-vous préalable. Maintenant, en ce qui concerne l'égalité homme-femme, nous la respectons à notre niveau. Notre aide matérielle est limitée à ce que nous pouvons réellement apporter. La semaine prochaine, nous avons une réunion, le bêtisier du confessionnal, et j'en profiterai pour exposer votre cas. Avec un peu de chance, on me fournira une solution que vous pourrez tester. Je lui demandai pourquoi il avait accepté de m'aider alors qu'il me jugeait incapable d'agir dignement. Il me répondit que l'Église aidait les personnes sans discrimination, en prenant en compte seulement les besoins qu'elle se jugeait capable de combler. Une histoire d'amour avec les gens dans le besoin. Il me dit aussi que je me trompais si je considérais le clergé comme un groupe de personnes agissant dans son propre intérêt, bravant les interdits religieux, les plus graves, en utilisant la confession pour évacuer les problèmes. L'Église dans notre pays est dans une position intenable. Les églises sont vides. Elles sont plus des musées à visiter que des centres de culte. Les curés et les fidèles disparaissent avec le vieillissement de la population. Les vocations sont en berne. Dans les pays d'Amérique du Sud, les églises sont pauvres mais pleines. On y danse, on y chante, on y est jeune. Et les fidèles sont naturellement incités à y entrer et à y participer. J'espère, me dit-il, que vous comprenez les raisons qui amènent les curés à se rassembler, à faire cause commune pour éviter le délabrement local de notre institution. Avant de le quitter, je lui demandai s'il souhaitait que je me confesse, sur quoi il me répondit qu'il n'avait pas le temps d'entendre une deuxième fois raconter toute mon histoire, et que dans l'état d'indignation qu'il éprouvait, Dieu pourrait m'infliger une punition que je ne serais pas capable de subir.